Bonsoir chers fidèles téléspectateurs d'Alafia TV. Et comme vous le savez, aujourd'hui le Mali a célébré 61 ans d'indépendance, 61 ans de souveraineté. Donc c'est ce qui nous réunit ce soir sur Alafia TV dans l'émission Alafia Hebdo. Un numéro spécial qui sera consacré à cette célébration-là. Nous allons essentiellement parler de Mali indépendant. Le thème de ce soir, c'est Mali indépendant, 61 ans après, quels défis et quelle trajectoire. Nous recevons sur ce plateau Amadou Oumar Diallo, il est journaliste. Amadou Oumar Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Nous avons également avec nous sur ce plateau Astou Nathalie Sidibé. Elle est également, elle est directrice plutôt, elle gère OpenStreetMap Mali. Donc elle est de la société civile, elle se bat quand même pour technologiser le Mali, n'est-ce pas? Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on va beaucoup parler de défis, de perspectives, de défis économiques, de défis culturels, de défis peut-être politiques, de perspectives technologiques, entre autres. Alors, avant d'avancer plus profondément sur ce sujet-là, je voudrais quand même revenir sur cette cérémonie-là, la cérémonie de ce matin, le défilé militaire, qui n'a pas été en tout cas, qui était caractéristique d'une sobriété. Mais ce qui a beaucoup frappé, c'est surtout la furtivité. C'était très très furtif. Ça c'est passé presque inaperçu à Kati cette année. Amadou Oumar Diallo, quel est votre point de vue sur cette cérémonie-là, qui, je pense, c'est en quelques minutes seulement, un défilé militaire, qui n'a pas été quand même ce défilé qu'on a connu voilà, précédemment ou auparavant? Évidemment, moi-même, j'ai été surpris de la rapidité du passage. Et puis, la façon dont la chose a été organisée, ça a été quand même organisé de façon très, très professionnelle, si je peux le dire ainsi. Parce que ça a été certes très sobre et puis très court en timing, mais qui a fait passer l'essentiel quand même de nos unités. C'est vrai que les matériels militaires, on n'a pas vu les matériels militaires défiler, mais les hommes qu'on a vus, vraiment, ça peut donner espoir et que on peut penser que le Mali commence à retrouver petit à petit ses muscles. Voilà, donc je pense que c'est déjà salutaire. Et puis, comme c'est les militaires qui sont devant, donc s'ils sont dans l'air, comme on dit, ils sont dans leur champ. Voilà. Voilà. Nathalie Sidibé, apparemment le défilé, c'est pas en tout cas sorti sur leur thème qui était attendu. Je pense bien, il n'y avait pas un direct défilé militaire. Est-ce que cela vous marque concrètement? Oui, ça me marque parce que c'est pas quand même, ça n'a pas été comme les autres années. Mais je pense que tout peut s'expliquer, hein, tout peut s'expliquer. Et M. Diallo l'a dit tout de suite, c'est les militaires qui sont au pouvoir actuellement. Et donc, ils sont dans leur champ. S'ils décident de ne pas vraiment faire l'événement en direct, ça se comprend. Et la sobriété, ça se comprend également vu la situation sécuritaire et vu la crise sociale. Voilà. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux d'autres qui disent même que vraiment, même le fait que la cérémonie soit sobre, c'est-à-dire il n'y avait pas lieu d'organiser une festivité, c'est-à-dire ça devait peut-être être une journée de réflexion et une journée de remise en cause, voilà. Okay. Et je pense que tout peut s'expliquer. Oui, c'est bien de rester humble. Voilà. C'est vrai, c'est important, surtout quand on est aux affaires, parce que pas vous montrer les muscles, alors que la situation reste toujours dégradée. Et, toujours par rapport à l'actualité, le colonel Assimi Goïta s'est exprimé hier soir à la chaîne nationale pour dire
concrètement, en tout cas, beaucoup d'annonces ont été faites. Ce n'était pas un discours creux qu'on a l'habitude de voir souvent, un discours vide. Et il a fait des grosses annonces, à savoir la campagne d'audit des services publics en cours par les soins des différentes structures de contrôle, de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Amadou Oumar Diallo, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que cela a été une partie importante du discours? Évidemment, je pense qu'il a endossé les actions posées par le gouvernement quand les gens disent que bon, la refondation, c'est-à-dire la rencontre de refondation, et puis l'organe unique des élections, et puis les campagnes en cours aujourd'hui contre la corruption, les gens on avait tendance à croire que c'est juste une action du gouvernement et que le président était un peu distant, mais il a endossé cette responsabilité. Et c'est une très bonne chose parce qu'il va mettre en ce moment les gens en confiance. Ceux qui doutaient qu'il y avait une discordance entre les deux exécutifs, le président et le premier ministre, maintenant ont de quoi à s'en tenir. Ça veut dire que le président il a carrément endossé son costume de chef d'État. Maintenant, ce qui est important, ce qui m'a retenu l'attention, c'est la lutte contre la corruption. Vous savez, moi je pense que en tant que journaliste économique, je pense qu'on fait souvent fausse route, à mon avis. Parce que ce n'est pas la résultante qu'il faut voir, mais le système même qui produit ces effets-là. C'est le système, c'est le modèle économique même qu'il faut revoir. Normalement, les services publics de l'État doivent être d'abord les bras exécutifs, les bras exécuteurs des marchés publics. Mais malheureusement, avec le truchement de la privatisation, donc les services publics sont passés au second plan. Et pratiquement tout le monde préfère traiter avec les privés. Et c'est de bonne guerre. Parce que, pourquoi les gens préfèrent traiter avec les privés? Parce qu'il y a une rétrocommission. Or, les services publics ne peuvent pas donner de rétrocommission. Maintenant, tant qu'on ne revoit pas le système pour permettre d'abord que tous les marchés, à défaut d'une compétence publique, qu'on donne le marché au privé et que cela soit codifié, on ne peut pas lutter contre la corruption. Ce n'est pas possible. À mon avis, il faut revoir le modèle économique. Sinon, ça va être toujours... Parce que quand les gens... C'est humain, hein, quand les gens n'ont pas de contrôle, n'ont pas de système qui leur permettent d'être regardants sur leur façon de faire, il va de soi qu'ils cherchent toujours des petits moyens. Et ces petits moyens-là, c'est quoi? Les gens se permettent de créer des entreprises, de sociétés écrans pour récupérer les marchés publics. Donc, c'est le système qu'il faut revoir et ça, c'est la Banque mondiale et le FMI qui nous ont amenés dans cette privatisation tous azimuts de revoir la copie. Maintenant, si la transition a quelque chose à faire, moi je pense que c'est de revoir le système. Voilà. Alors, Nathalie Sidibé, qu'est-ce que vous retenez du discours du colonel Assimi Goïta, président de la transition? Comme vous l'avez si bien dit, il y a eu beaucoup d'annonces et ce que nous avons tous retenu le plus important, c'est cette campagne d'audit en cours. Et je pense que c'est une très bonne chose, c'est salutaire. Toute initiative de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, c'est salutaire. Maintenant, il faut que ce soit continuel dans l'État, il ne faut pas que ça s'arrête. Voilà, donc il faut continuer. Je suis d'accord avec M. Diallo qu'il faut revoir le système économique. Je pense que la corruption, c'est aujourd'hui, la corruption au Mali, c'est depuis le niveau, c'est depuis l'échelle familiale. C'est-à-dire, la corruption, c'est partout. Ça s'est installé. Tu vois, non? Donc, depuis la famille, le quartier, la commune, partout, c'est de la corruption. Donc, même si on revoyait le système économique, je pense qu'il faudra vraiment revoir l'éducation. Il faudra revoir le système éducatif. Il faudra vraiment refonder l'homme Mali. Ok. Donc, je pense que quelque part, l'audit des services publics a tout son sens dans un Mali qui a besoin, en tout cas, de ressources financières pour financer les programmes de développement global dont le Mali a besoin. Mais ce que certains Maliens se disent, c'est quoi? C'est qu'il y a des rapports qui sont faits, des audits qui sont faits, mais ces rapports restent dans les tiroirs.
Ces rapports sont poussiéreux. Voilà. C'est aussi un peu ça. C'est pourquoi je disais qu'il faut que ça continue, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste que ça s'arrête à un niveau. Il faut qu'il y ait un processus qui soit mis en place pour aboutir en tout cas aux sanctions des personnes qui sont fautifs et tout. Ok. Voilà. Alors, il y a une autre annonce avant d'aller sur le sujet même qui nous réunit aujourd'hui, c'est les assises nationales dont il a parlé. Il a clairement dit que les assises nationales vont se tenir. Absolument. Et que c'est même un rendez-vous historique. Alors, Amadou Oumar Diallo, ces assises-là, ce n'est pas la première fois. Il y a le dialogue national inclusif sous IBK, on a vu ça. Et on va encore se réunir pour parler ou on va encore se réunir pour faire quoi réellement? Bon, je crois que cette fois-ci, il y aura une différence parce que, comme le Premier ministre l'a dit dans son discours, il dit que les recommandations issues de cette assise auront un caractère obligatoire sur les gouvernements qui vont venir après. Parce que ça veut dire que certainement, on va codifier les différentes recommandations pour obliger les gouvernements successifs qui vont venir après, en tout cas de regarder d'abord à l'intérieur des recommandations et voir comment on peut adapter ces recommandations au programme, à leur programme de campagne. Moi, je pense que c'est possible. Mais la petite nuance que j'ai, je me permets souvent de faire, c'est par rapport à l'articulation. Comment quelqu'un qui ne se sent pas obligé, qui n'a pas participé à cette rencontre, parce qu'on a vu sous IBK, le dialogue national inclusif, certains groupes n'ont pas participé à cette assise-là. Vous pensez au M5? Oui, pas que seulement le M5. Il y a d'autres qui n'ont pas participé et qui ont dit que les recommandations ne les engagent pas. Bon, cette fois-ci encore, on entend des groupements de partis politiques et de la société civile qui disent qu'ils ne vont pas participer. Ouais, ils vont boycotter. Voilà, ils vont boycotter. Bon, quelqu'un qui a boycotté une telle assise, si il arrivait que un élément de ce bloc-là arrivé au pouvoir, il va de soi qu'il ne s'engage pas. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir l'ambition. Voilà, je me dis, il faut avoir l'ambition mesurée par rapport à ce genre de déclaration. Maintenant, les assises, beaucoup l'ont dit, ce n'est pas la première. Il y a eu assises, forum sur les états généraux sur l'éducation, les états généraux sur le foncier, mais est-ce que ça a permis de changer quelque chose? Je ne pense pas. Ça dit que le changement au Mali, on a tendance toujours à voir le changement chez l'autre, mais pas chez soi. Personne ne se regarde dans son propre miroir. Or, d'abord, c'est ça le changement. Si on veut changer, il faut que ça commence par nous-mêmes. Mais on ne peut pas dire qu'il faut changer, et que ça commence par ailleurs. Ce n'est pas possible. Donc, le changement, à mon avis, ce n'est pas les assises de refondation. Ce n'est pas l'organe unique. Le changement, c'est d'abord la méthode. Voir comment il faut revoir la méthode. Et pour le moment, la méthode n'y est pas. Ça n'a pas changé du tout. Je donne un exemple concret. Hier soir, j'ai regardé la soirée de la paix, la nuit de la paix à la télé. Ouais. J'étais très, très émerveillé de ce que j'ai vu. Mais imaginez, ça a été organisé par un ministre qui a longtemps travaillé au ministère comme secrétaire général. Vous voyez? Bon, on parle d'inclusivité qui fait partie du changement. Voilà un exemple concret d'inclusivité. Celui-là qui était là pendant des années, secrétaire général du ministère de la Culture, qu'on a juste relevé son niveau pour être ministre. Voilà les merveilles qu'il a créées. Bon, maintenant, il faut étendre ça sur d'autres horizons. On a été marqué par l'absence de Kida, là. Oui. Oui. Donc, vous voyez, maintenant, il faut reproduire, il faut dupliquer. Donc, l'inclusivité, c'est de donner la chance à tous les Maliens de montrer ce qu'ils savent faire. Mais malheureusement, on est encore dans une situation d'exclusion. Okay. Et ça, le changement, ça ne peut pas venir dans l'exclusion. Ouais. Nathalie Sidibé, est-ce que ces assises nationales vont véritablement être inclusives comme le souhaite Amadou Oumar Diallo tout de suite? Alors, nous les souhaitons tous. Nous les souhaitons que ce soit inclusif, que tout le monde se retrouve dedans. Parce que comme il l'a dit, son inquiétude, c'est que quand les gens ne se retrouvent pas dans quelque chose que vous avez rédigé, ça va être difficile qu'ils les mettent en pratique. Et du coup, pour éviter ça, il faut que
tout le monde soit appelé à la table. Quand je dis tout le monde, je le dis tout le temps, ce n'est pas les 20 millions d'habitants qu'on va appeler à la table, mais il faut que les personnes qu'on fait appel, que ce soit des personnes qui sont légitimes, que ce soit des personnes en qui les populations se reconnaissent. Qui est légitime? C'est ça, le problème, c'est... Parce qu'il se trouve que souvent le président du conseil régional ou je sais pas, le président des autorités intérimaires n'a pas été élu de façon transparente. Donc les gens se disent, ah non, telle personne, c'est lui qui va nous représenter. Non. Même au plus bas niveau, le président du conseil national de la jeunesse, par exemple, au niveau du CNJ, le conseil local des jeunes, vous voyez, il y a énormément de magouilles. Il y a des associations qui sont créées de façon fictive, qui n'existent pas. Donc il y a des gens qui deviennent présidents du conseil communal, présidents du conseil local. Et ces jeunes-là, souvent, ils ne représentent pas la jeunesse locale. Et donc, je pense que la question de légitimité, elle est profonde. C'est pour ça que je voulais quand même mettre l'accent là-dessus. Ça, c'est une réalité, mais je pense qu'il faut vraiment passer par tous les moyens déjà pour que ce soit les gens qui sont représentatifs. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait... Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance, quoi? C'est ça ma question. Je pense que les autorités, puisqu'ils sont décidés à organiser les assises, et ils sont décidés à ce que ce soit inclusif, je pense qu'ils doivent mettre tout en œuvre pour que ça le soit, pour que tout le monde se retrouve dedans. Donc il faut prendre le temps qu'il faut pour que ça prenne. En tout cas, il faut mettre tout en œuvre, en tout cas, pour faire en sorte que ce soit vraiment inclusif. Alors, on va maintenant parler très rapidement de 61 ans d'indépendance du Mali. Le thème, je vais le rappeler, c'est 61 ans après, quel défi et quelle trajectoire. Alors, d'abord, c'est difficile de dire, bon, on va faire le bilan, parce qu'on n'a pas tous vécu les 61 ans d'indépendance, mais quand même de façon humble, on va quand même proposer des réponses aux téléspectateurs. Voilà. Quel bilan, après 61 ans d'indépendance, le bilan de plus de 6 décennies d'indépendance, quel bilan vous faites aujourd'hui de façon globale? Peut-être que on va en plus en détail après. Bon, de façon globale, moi je me dis, vous savez, souvent les gens ont tendance à faire, à mon avis, des amalgames. Parce que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Une génération, c'est peut-être au maximum de 1 à 50 ans. Mais de 1 à 50 ans par rapport à la vie d'une nation, c'est quoi? C'est énième partie. C'est infime. Donc, il faut que les gens se donnent le temps. Et le temps d'évaluer, le temps de comprendre, le temps... Et puis accepter que nous sommes encore l'État-nation qu'on est en train de construire, on est encore au début. On est encore au début. L'État-nation dont on parle avec l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, c'est autre temps, autre mœurs. Ce n'est pas à comparer. On est dans une autre formation, dans une autre forme d'organisation de l'État qui n'est pas celle que nos anciens ont connue. Maintenant, la construction de cette nation, État-nation, ça demande du temps. 60 ans par rapport à 200 ans, à 300 ans, chez certains, vous voyez que la différence l'écart est énorme. Bon, maintenant, la sédimentation, ça ne se fait pas comme ça. Hein, ça se fait suivant les expériences vécues. Le bilan, il est bon, il n'est pas bon. Le bilan, pour le moment, ce n'est pas bon de juger le bilan. On est encore en train de construire. On est en train de construire. Il va de soi qu'on tombe. Qu'on se relève, on tombe encore, on se relève, on tombe encore, jusqu'à ce que un jour les pieds vont être suffisamment solides. À mon avis, on a fait, ça dit que les générations qui nous ont précédés, nous, notre génération actuelle, celles qui vont venir, on doit conjuguer les efforts pour que le Mali soit le Mali de nos rêves. Évidemment, ce n'est pas encore le Mali de nos rêves, évidemment, ça c'est évident. Mais ça dépend, hein, ça dépend de la position dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc voilà, Nathalie Sidibé, il est clair qu'il est difficile d'arrêter la construction d'un État ou de se dire que bon voilà, on a fini de construire notre État, notre nation. Voilà, c'est un chantier qu'il faut toujours préserver, construire. Vous, quel est votre bilan, votre jeune bilan? Alors, mon bilan, il est
si je dois l'évaluer, ça va être difficile pour moi, mais ce que je peux dire, c'est que je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux à mon niveau. Comme M. Diallo l'a dit, les changements, ça commence par soi-même d'abord. Donc, je veux que mon pays soit comme ça. Il faut que toi-même, tu sois le premier à te comporter ainsi. Voilà, donc il faut que tu sois le premier à te mettre au travail. Alors, pour travailler ce chantier-là, est-ce que vous avez du ciment, vous avez du sable? Est-ce que vos parents vous ont légué, vous ont laissé assez de matériaux pour construire ce pays-là? Alors, les parents, ils ont fait de leur mieux parce que les parents, ils nous ont inscrits à l'école. Nos parents, ils nous ont enseignés, ils nous ont éduqués. Ils ont fait tout de leur mieux pour que nous puissions, à notre tour, être indépendants et savoir vivre, savoir travailler et voilà, et pour que nous puissions vraiment construire le pays que nous voulons à notre image. Donc les parents, ils nous ont tout donné en fait. C'est à nous maintenant de nous mettre au travail, d'accepter vraiment de travailler quoi, et de se remettre en cause quand il le faut. Et de cesser d'accuser voilà, les uns et les autres d'être nos problèmes. Voilà. Travailler, c'est un élément très important. Nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment construire ce pays. Voilà. Sauf peut-être ce que vous avez dit, Nathalie Sylvé, le travail. Amadou Mardiallo, est-ce que le problème du Mali, c'est le travail? Le Malien ne travaille pas? Le Mali ne travaille pas? Maintenant, le Malien a cessé de travailler. Maintenant. Ah bon? Oui, maintenant, le Malien a cessé de travailler. Parce que tout le monde veut vivre aisément. Et chacun veut avoir une voiture, une villa, et sans fournir le minimum d'efforts. Et là, c'est là où on commence vraiment à plonger. Vous savez, sous Moussa, moi j'ai vécu la période de Moussa Traoré. À Bamako, ici, à l'époque, on avait 100 francs. Avec 100 francs, on pouvait faire un très bon dîner. Le quart de Malilait, le lait à l'époque, c'était un lait pur, le vrai lait des vaches maliennes. Avec ces laits-là, il y avait même la crème sur le lait, tellement que c'était de lait pur. Et ça coûtait 65 francs. Et la moitié du pain, le miche de pain, 35 francs. Donc, 65 francs plus 35 francs, ça fait 100 francs. Avec 100 francs, on avait un très bon dîner. À l'époque, les gens travaillaient beaucoup, les gens travaillaient énormément, malgré le manque de moyens, malgré que tout ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens faisaient que les gens d'aujourd'hui ne font pas? Quel type de travail? À l'époque, il y avait un minimum d'honneur. Les gens avaient peur, les gens avaient honte de faire certaines choses. Mais maintenant, aujourd'hui, ce sont des valeurs maintenant qui deviennent rares. Le gain facile. Les gains faciles à chasser toutes les vertus au Mali. Aujourd'hui, donc, maintenant, les gens, on a cessé de travailler. On veut vivre bien, vivre heureux, mais sans fournir d'efforts. Okay. Est-ce que quelque part la faute, c'est pas au-delà, vivre au-delà de nos moyens, en fait. Est-ce que l'école malienne n'est pas fautive? Est-ce que l'école malienne aujourd'hui n'est pas un peu le problème? Ou ce n'est pas du tout le problème? Oui, bon, ça peut être l'école, comme je le disais un moment, revoir le système économique, M. Diallo le disait, et ensuite j'ai dit qu'il faut également revoir le système éducatif. Vous voyez, non? Et il a dit, sous Moussa, les gens avaient l'honneur, les gens avaient peur de faire certaines choses, les gens vivaient selon leurs moyens. Et aujourd'hui, tout le monde veut vivre heureux, au-delà même de ses moyens, sans fournir... et au détriment de la patrie. Alors, c'est pourquoi je disais qu'il faut revoir, parce que je pense qu'il faut aujourd'hui surtout mettre l'accent sur l'éducation civique et morale. Il faut vraiment éduquer les gens. Il faut que les gens sachent c'est quoi déjà mon pays. Le drapeau, c'est quoi? Ça signifie quoi? L'hymne, ça signifie quoi? Ils vont te dire, bon, nous, on ne mange pas ça, tu vois. Oui, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, parce que vous savez, l'éducation, je ne cesserai de le dire, l'éducation est dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation, ce qu'est la fondation pour un bâtiment. Quand ça rate, la maison va s'effondrer tôt ou tard. Et donc, quand l'éducation dans la vie d'un homme s'arrête,
c'est fini en fait. Okay. Donc l'honneur, j'ai honte de faire telle ou telle chose. Ouais. Tout ça, ça disparaît. La probité, voilà. Donc c'est des choses que nous, voilà, tout ça c'est des choses que nous apprenions à l'école quand on était enfant, mais maintenant je pense qu'il faudra vraiment, c'est une proposition, que l'État, les autorités réfléchissent. Je pense comme on est en train d'aller aux assises nationales, donc c'est des choses aussi à prendre en compte, c'est-à-dire faire en sorte que l'éducation civique et morale soit au cœur également. On enseigne déjà. Oui, non, mais il faut les enseigner dans les langues locales. C'est-à-dire quand vous enseignez, voilà, il faut les enseigner dans toutes les langues locales, faire une campagne spéciale même pour ça, pour que les gens puissent vraiment. Je pense que ça va aider et les populations, ça va aider également les autorités. Créer une ferveur autour de l'éducation. Donc c'est pas seulement à la veille du 22 septembre où on va cultiver le patriotisme aux gens et juste après le 22 septembre on oublie tout. Donc les gens, ils ont juste, voilà, on pense que le patriotisme, c'est seulement, ça s'arrête au drapeau. Pour vous, c'est quoi le patriotisme? Non, mais déjà, le patriotisme, je le disais même ce matin, le patriotisme, déjà, c'est de s'acquitter des devoirs citoyens. Mais pour s'acquitter de ces devoirs citoyens, il faut les connaître. Ok, Amadou Oumar Diallo, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de patriotes au Mali? C'est trop dit, mais certainement il y a des patriotes. Mais est-ce que le patriotisme... C'est quoi le patriotisme? C'est quoi être patriote au Mali? Voilà. Bon, être patriote, simplement, c'est aimer sa patrie. Ça, c'est une définition simple. Maintenant, aimer sa patrie, ce n'est pas sur les bouches, c'est-à-dire que ce n'est pas sur la langue, ce n'est pas dans la bouche. C'est un comportement. C'est respecter, quand tu arrives au feu de signalisation, c'est d'abord accepter de s'arrêter et observer le temps qu'il faut jusqu'à ce que le feu rouge disparaisse et laisse place au feu vert. Quelqu'un qui respecte le fonctionnement de feu, il va de soi que celui-là respecte tous les fonctionnements de l'État, parce que ça, c'est le premier exemple. Maintenant, qui est patriote, qui ne l'est pas au Mali, c'est difficile de voir maintenant. C'est difficile d'évaluer, parce qu'aujourd'hui, nous tous, moi y compris moi, nous tous, nous voulons de l'argent. Voilà. On a mis à la place de l'État, à la place même des principes de l'État, l'argent. L'argent régule tout. Tous les instruments de régulation de l'État ont été remplacés par l'argent. Quand tu as l'argent, tu as tous les pouvoirs. Bon, une société bâtie sur, comme on dit chez nous, moi, à l'école, on avait des professeurs qui nous appelaient, qui nous disaient le dieu argent. Dans le capitalisme, c'est le dieu argent qui a remplacé pratiquement tout. Maintenant, quand on reste esclave de l'argent, il va de soi qu'on ne connaisse pas de limites dans notre vie. Voilà. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on se dise que l'argent ne peut pas tout avoir. Sinon, les Bill Gates et autres là, ils n'allaient pas accepter de s'arrêter au fait. Voilà. Mais concrètement, Amadou Oumar Diallo, la démocratie, par exemple, quand elle est venue, elle a amené un système, la démocratie multipartite. Donc, il y a eu plusieurs partis, et surtout c'est important de préciser ça. Absolument. La démocratie multipartite a amené quand même des formations politiques qui ont en leur sein des jeunes qui viennent au pouvoir, qui viennent en tout cas avec leur leader au pouvoir, et qui n'ont pas appris grand-chose du patriotisme, ou en tout cas qui n'ont pas aimé, et qui vont venir pour profiter, parce qu'ils savent que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils vont partir. Donc il faut profiter. Est-ce que quelque part la démocratie n'a pas joué un rôle important dans... Absolument, absolument. En tout cas, le système démocratique qu'on a, c'est ce qui a beaucoup effrité toutes les valeurs morales de chez nous. Parce que les gens n'ont plus le temps d'attendre. Avant, on attendait son tour. On acceptait d'attendre. C'est-à-dire que comme l'eau de lavage des mains, là, au moment du plat, passait devant chacun attendait son tour. Mais maintenant, on se lève pour aller chercher l'eau même. Donc ça veut dire que personne n'est patient pour attendre son tour. Et les gens forcent les choses. Parce qu'ils se disent que bon, c'est le moment de profiter. Parce que l'argent est devenu, comme j'ai dit, le mode de régulation de la société. Tout se règle avec l'argent. Bon, une société basée sur l'argent, il va de soi que les gens foulent aux pieds toutes les valeurs morales, toutes les valeurs spirituelles et toutes les valeurs, toutes les valeurs démocratiques. Donc, parce que même dans la démocratie, il y a des principes.
même dans la démocratie même est basée sur le principe... Il faut adapter la démocratie aussi à nos valeurs. Non, c'est à nous de s'adapter à la démocratie. Parce que la démocratie ne veut pas dire, anarchie. La démocratie ne veut pas dire enrichissement illicite. La démocratie ne se résume pas aussi au manque de respect pour l'autre. Ouais. C'est d'abord le respect pour soi et pour l'autre. Et donc, qui dit respect pour soi et pour l'autre, il va de soi qu'on ait des principes à accepter d'abord, à intérioriser et maintenant à accepter de vivre avec les autres, dans la différence. Mais au Mali, ce n'est pas le cas. On a très mal compris cette histoire de démocratie. Bon, ça se comprend. Voilà. C'est ce que Marx appelle la maladie infantile du capitalisme. Moi, je me dis, là où on est aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, chacun pense qu'il peut se suffire. Okay. Donc, puisqu'on pense qu'on peut se suffire, on n'a pas de respect pour l'autre. Mais jusqu'à ce que le jour où on va comprendre que nul ne peut se suffire à lui-même, en ce moment, on va commencer à accepter de partager, de respecter, et pour soi-même et pour les autres. Okay. Alors, voilà, merci beaucoup Amadou Oumar Diallo. Nathalie Sidibé, l'argent, toujours l'argent. L'argent, il est devenu un enjeu politique important. Il est utilisé dans les campagnes électorales pour acheter des électeurs, pour soudoyer des partisans d'autres formations politiques. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'on arrive à diminuer l'influence de l'argent dans les processus, dans les différents processus électoraux? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je propose qu'il y ait toujours cette réforme de l'éducation. Vous savez, tout dépend de ça. Il faut que les gens soient éduqués. Il faut que les gens puissent savoir que leur voix compte. Et que les gens puissent savoir que la dignité, ça ne se vend pas. Et que l'important, c'est de voter pour la personne parce que c'est un travailleur et non parce qu'il a de l'argent. Pour que les gens puissent aussi accéder au contenu, au programme de société. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas vulgariser ces programmes-là dans les langues accessibles, dans les langues nationales, dans les langues locales? Peut-être que ça se fait, mais ça se fait peut-être très mal, je ne sais pas. Oui, bon, je pense que c'est des propositions qui vont se faire également lors des assises nationales. C'est des choses à faire vraiment pour qu'on puisse vraiment finir avec cette situation parce que chaque fois, les gens vendent leur voix. Et ils vendent leur dignité comme ça. Tout à fait. Et après, on retrouve à la tête du pays quelqu'un qui ne répond plus aux besoins des populations, quelqu'un en qui les gens ne se reconnaissent plus, alors que c'est eux qui ont accepté de prendre l'argent et de voter pour la personne. Absolument. Et donc là, il faut vraiment une campagne également, une campagne de sensibilisation, d'éducation surtout, pour que les gens puissent vraiment accorder plus d'importance à leur dignité. Quand on parle d'éducation à Amadou Oumar Diallo, on parle aussi de culture. Quels sont pour vous les défis culturels auxquels le Mali fait face? Parce que de 1960 à nos jours, il y a eu quand même des changements sur le plan culturel. Il y a eu cette mondialisation culturelle qui a envahi nos hameaux, nos terroirs. Pour vous, c'est quoi le défi essentiel? Le défi essentiel, c'est la redéfinition de l'image. L'image. Se regarder à travers un prisme. C'est ce qu'il faut regarder, il faut revoir. Aujourd'hui, notre télévision nationale, c'est la vitrine. Avant, il y avait un effort pour amener les agents travaillant sur cette chaîne à un certain nombre de comportements, surtout vestimentaires, et puis vestimentaires surtout, pour que ce qu'ils portent soit le reflet de ce que nous sommes. Bon, mais avec la démocratie et la liberté de se comporter, bon, on a perdu ce genre de réflexe. Or, pour moi, c'est d'abord, il faut se reprendre à ce niveau. Mais tu sais, il y a certains qui disent, vous savez, pardon, excusez-moi, vous savez, il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, ce qui est fabriqué localement est trop cher, l'accès est trop cher. Par exemple, le coton. Pour porter du coton, c'est cher. En tout cas, voilà. La politique culturelle peut-être... Vous savez, Aloudrou, ça dit que les capitalistes sont très forts.
les capitalistes sont trop forts. C'est-à-dire que même pour conquérir un marché, ils sont capables de vendre à perte pour arracher le marché. C'est pour cette raison que on travaille de telle sorte que nos marchandises soient toujours plus chères. Mais il faut amener les gens d'abord à consommer ce qu'ils produisent. C'est un travail pédagogique. Maintenant, la pédagogie vient d'où? Ça commence par les élites, par l'élite elle-même. Au Burkina, à côté. Mais tout le monde porte le faso d'Anfani. C'est devenu, c'est rentré dans leur habitude de consommation vestimentaire, automatique. C'est parce que l'élite n'a aucun complexe à porter cette tenue-là. Mais aujourd'hui, chez nous, moi qui parle comme ça, je suis en bazin. Ouais, le bazin, ce n'est pas notre culture. Voilà, ce n'est pas... on dit la façon de coudre, c'est peut-être notre culture, mais le bazin en lui-même n'est pas notre culture. C'est un produit importé. Donc, il faudrait que nous-mêmes, d'abord qu'on accepte de consommer nos produits, même si c'est mal fait. Selon l'histoire, ce qu'on dit de l'histoire de la technologie chinoise, la première voiture que les Chinois ont fabriquée, quand ils ont amené tout le monde, y compris Mao lui-même, pour regarder comment ça va fonctionner, la voiture a marché en arrière. Et Mao a applaudi. Il a applaudi ses ingénieurs pour dire non, c'est déjà bon. La prochaine fois, la voiture va devant. Et aujourd'hui, la Chine fait front face aux États-Unis. La Chine tient tête aux États-Unis. Sinon, même la Chine a dépassé les États-Unis sur beaucoup de points, mais qu'on ne veut pas reconnaître simplement. C'est juste une question d'acceptation de soi-même d'abord. Okay. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on travaille sur notre image. Aujourd'hui, au lieu que dans nos villages, au lieu que les gens regardent je n'ai rien contre, mais au lieu que les gens regardent les autres télévisions, qu'on donne la priorité à notre télévision nationale. Et à travers notre télévision nationale, qu'on voit notre identité culturelle. Et ça va amener beaucoup de changements. Ensuite, maintenant, le comportement de l'élite. Quand le Premier ministre a porté le boubou en cotonnade, là, c'était très joli. Et Assimi pouvait faire sa tenue en cotonnade. Voilà. Et ce serait encore joli. Maintenant, il faut que les gens acceptent de consommer soi-même. Et c'est en ce moment qu'on peut donner un élan. Parce que c'est d'abord ce qu'on ne voit pas à l'Oudrou, c'est la compétition économique. On est sur le terrain économique. Les gens ne voient pas ça. Parce que, regarde, on envahit nos marchés avec des yougou, les tissus de réforme là, européennes, américaines, autres là. On a envahi notre marché avec les yougou. Aujourd'hui, tout le monde porte du yougou. Avant, quand nous, on était tout petits à Bamako, ici, le marché d'Ibida et là où se trouve aujourd'hui la banque, la BCAO, c'est là où c'était les points de vente des yougou. Maintenant, à l'époque, les gens se cachaient même pour essayer yougou. Mais aujourd'hui, c'est devenu... Tout le monde regarde, tout le monde... Quand on déballe une balle de friperie, mais tout le monde fait la rue vers ça. Ok, d'accord. Voilà, est-ce que vous partagez le même point de vue? Oui, en fait, moi, je ne suis pas trop d'accord lorsqu'on dit que c'est la démocratie qui influe sur nos styles vestimentaires, qui influe sur notre éducation. Non, je ne pense pas que ce soit dit comme ça. C'est la démocratie, mais il y a quand même... cette mondialisation, cette liberté qui est là, qui fait que nous consommons beaucoup plus que produire ou que valoriser, promouvoir ce qui nous appartient. Je pense que c'est à ce niveau-là la question. Oui, cette question, c'est... Il faut continuer à consommer. Bien sûr, il faut consommer local. Bien sûr, il faut consommer local. Et cette consommation locale aussi... lorsque le local est cher? Lorsque le local est cher, je pense que déjà la consommation locale, ça doit commencer depuis le sommet. C'est-à-dire, je le disais à un moment, que même les équipements que nous retrouvons dans nos bureaux et autres, même dans les administrations publiques, tout vient d'ailleurs. Alors que nous avons des artisans ici qui peuvent faire mieux. Mais nous n'accordons pas trop d'importance à tout ce que nous faisons chez nous ici, à tout ce qui est produit chez nous. Il faut dire que
ton habit ou bien tes matériels viennent d'ailleurs pour qu'on on accorde tout de suite de l'importance. Okay. Et voilà, donc c'est un peu ça, quoi. C'est très grave. C'est très grave. Je pense que, une fois de plus, l'exemple doit venir d'en haut. Alors, nos administrations, les autorités doivent réfléchir à partir de maintenant, vraiment, d'accorder de l'importance à ce qui est fait ici, qu'on remplace tous ces meubles qui sont dans nos administrations publiques aujourd'hui par ce qui est fait localement chez nous. Alors, on va parler qu'on porte également, comme il l'a dit, le Premier ministre portait l'autre jour un tissu, un boubou en cotonnade. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment continuer à faire pour que les autres en bas, les citoyens puissent prendre l'exemple. Nous sommes en plein dans l'ère numérique. Aujourd'hui, l'administration, tout le monde le dit, il faut tout numériser pour réduire, pour rendre beaucoup plus saines les activités administratives, les activités en lien avec le domaine public. Voilà, en lien avec les activités, en lien avec le service public. Pour vous, le défi technologique pour le Mali aujourd'hui ressemble à quoi? Les défis... Est-ce qu'on est bien parti, quoi? Je pense que dans ce secteur aussi, on est en train de faire de notre mieux. Je pense qu'il y a énormément d'initiatives qui sont en cours ou qui sont en vue. Et, et par les autorités et par les citoyens. Voilà, donc dans tous les secteurs, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le domaine éducatif et tout. Voilà, donc il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui et pour que nous puissions vraiment être au top, pour que nous puissions, on puisse être dans cette dynamique mondiale. Surtout. Ok, Amadou Mardiallo, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à... Bon, c'est-à-dire que ce que je peux juste ajouter, c'est-à-dire que... Le défi technologique. Ouais, le défi technologique... ça doit d'abord commencer par chez nous. C'est-à-dire qu'il faut que nous valorisons notre propre technologie. C'est vrai qu'on est aujourd'hui à l'ère du numérique. On est totalement versé dans cette affaire-là. Mais personne ne peut dire que je connais le serveur dans lequel mes images, les images de mon téléphone sont versées. Sont stockées. Personne ne peut le dire. On est totalement en insécurité. Totalement. Nos données ne sont voilà, pas du tout... Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train d'évoluer dans un monde... Nul n'est à l'abri, même les Européens ne sont pas à l'abri. Aujourd'hui, non, nous, c'est encore plus grave. Parce qu'on est en train d'évoluer dans un monde... Quand on a un ministre qui utilise, par exemple, Gmail ou Yahoo, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça, je pense que, sans vous couper, des ministres qui utilisent Gmail et autres, je pense qu'il y a l'AGT qui également travaille dans ce sens pour que... Bon, pour le moment, ça n'a pas avancé, nous... Bon, maintenant, moi, je pense que... Donc, on va parler d'un sujet très important qui est la sécurité. Le Mali a connu plusieurs soubresauts. Il y a eu beaucoup de rébellions. De 1963 à nos jours, il y a eu plusieurs rébellions. Il y a eu ensuite l'occupation des 3 régions du Mali, 3 grandes métropoles, Gao, Tombouctou, Kidal. Il y a eu un accord de paix qui a été signé. Il y a eu des accords même de paix qui ont été signés auparavant. Où est-ce que nous étions et où est-ce que nous sommes en train d'aller, Amadou? Où est-ce que nous étions? On était une république qui est partie à l'indépendance avec des difficultés. La première difficulté, c'est d'abord la Fédération du Mali. La Fédération du Mali a éclaté tout simplement à cause des ambitions nationalistes des dirigeants du Mali, qui étaient à la tête de la Fédération au Sénégal. Maintenant, les colonisateurs, quand ils ont vu là où Modibo et ses camarades vont amener la Fédération du Mali, ils ont encouragé en tout cas une rupture, de la dissolution de la Fédération et puis la création de 2 républiques distinctes. Maintenant, Modibo a pris ses responsabilités, il est parti avec la République du Mali. Mais pour mettre une petite pierre dans son soulier, mais pas n'importe quelle pierre, ils ont créé la rébellion de 63. Ils ont créé toutes les conditions pour qu'il y ait rébellion en 63. Et depuis, on est dans les merdes. Parce que
savez, moi j'ai eu la chance de participer à certaines délégations au haut niveau de l'État. J'étais à la table ronde des bailleurs de fonds à Jeddah en 2005 et ici en 2008. J'ai eu la chance aussi de participer à des réunions à Koulouba, à la présidence, concernant le projet sucrier de Markala. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, avec ça, on ne peut pas aller de là-bas. Vous pensez que le problème, il est dehors? Le problème est totalement exogène. C'est totalement exogène parce que, comme les Haïti en Amérique centrale, le Mali est comme le Haïti en Amérique centrale. Voilà. Il faut tout faire pour qu'il y ait le mauvais exemple là ne fasse pas tache d'huile. D'accord. Voilà. Alors, Nathalie Sidibé, rapidement, le problème sécuritaire, il est exogène, comme le dit Amadou, ou il est endogène? Il est endogène, c'est vraiment la société malienne, ou l'injustice, je ne sais pas, le chômage. Qu'est-ce qui caractérise ce problème-là de sécurité? Alors, je pense qu'il y a... Le problème est profond et beaucoup parlent de mauvaise gouvernance. Et on a longtemps entendu certains dire qu'ils sont abandonnés, ils sont marginalisés et ils se sentent exclus. Et souvent, quand les gens se sentent exclus, ça amène énormément de frustration, ça amène des conflits, des crises internes. Et, je pense que la mauvaise gouvernance y est pour quelque chose. Et cette mauvaise gouvernance, si on arrive aujourd'hui à faire en sorte que les ressources sont réparties de façon équitablement. Voilà, et je pense que ça va amener beaucoup de stabilité, ça va amener la cohésion, quoi. Je pense que c'est la mauvaise gouvernance, c'est la mal répartition des ressources. Alors, on ne peut pas finir ce débat sans parler de trajectoire, de perspectives. On a dit beaucoup de problèmes. Il y a eu des écueils. Mais la trajectoire, c'est quoi aujourd'hui, Nathalie? On va vers où? On a tout de suite mentionné le problème sécuritaire. On va vers où concrètement? Est-ce qu'il y a des belles perspectives? Il y a une trajectoire? Je pense qu'il y a de belles perspectives. Déjà il faut que les gens se remettent en cause. Et qu'on s'assoit et qu'on se dise la vérité et qu'ensemble, nous définissions cette trajectoire-là ensemble. Ce n'est pas une partie des 20 millions d'habitants de s'asseoir pour rédiger un document, pour définir le destin de tout un pays, mais c'est quelque chose qui doit se faire ensemble. Et ensemble, nous allons définir cette trajectoire, cette nouvelle direction à emprunter. Et je pense, je fonde beaucoup d'espoir sur les assises, même si, voilà, il y a énormément de personnes qui sont contre. Moi, je pense que chaque fois qu'il est nécessaire, chaque fois qu'on a quand même l'occasion d'asseoir, de rassembler les Maliens autour d'une table pour qu'ensemble, nous puissions définir, c'est-à-dire, déjà, c'est dire la vérité, ça c'est un très grand pas, et ensuite, définir ensemble où est-ce que nous voulons aller et comment est-ce que nous voulons aller. Voilà, même si ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, mais bon. Amadou, la trajectoire pour vous, c'est quoi? Bon, ça dit que la trajectoire, moi je vois toujours le Mali de côté positif. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste ni de négativiste. On a certes des faiblesses, on a beaucoup de défauts, mais on n'est pas moins que les autres. Oui. Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'auto-flagelle. On a des défauts comme tout le monde, mais on a des qualités. C'est juste une question de compréhension et d'appréhension. Oui. Parce qu'on n'est pas au même niveau d'information, on n'est pas au même niveau de responsabilité, et puis on n'est pas au même niveau de répartition des rôles. À mon avis, dans tous les cas de figure, que personne ne se sente exclu. Maintenant, que les gouvernants acceptent que, même si on n'est pas du même bord, que ça soit comme on dit, même si je ne suis pas d'accord avec toi, il faut que je me batte pour que tu puisses dire ce que tu penses et ce que tu veux dire. Maintenant, il faut que les gens acceptent
de partager. Ok. Accepte de partager et accepte de se mêler aux autres. Parce que on est ensemble, c'est un bateau dans lequel nous sommes tous réunis. Soit on se sauve ensemble, soit on périt ensemble. Ok. Et dans ces cas, comme on ne veut pas périr ensemble, moi je pense qu'il faut qu'on s'accepte. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amadou Oumar Diallo. Je rappelle que vous êtes journaliste, Nathalie Sidibé. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, je rappelle le thème de ce débat-là, Mali indépendant, 61 ans après, quel défi et quelle trajectoire. Merci infiniment, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro spécial d'Alafia Hebdo. Au revoir et à très bientôt.